Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, vers la libération en Libye d'anciens dignitaires de l'ère Kadhafi. Annonce faite par le bureau du procureur de Tripoli. Ces hauts responsables sous l'ancien régime emprisonnés depuis 7 ans sont accusés de crimes contre l'humanité pendant le soulèvement de 2011. Des personnalités dont Abou Saïd Dourda, ancien chef de renseignement. Quelle portée donner à cette décision, notamment pour le processus de réconciliation des Libyens et à quelques mois des élections? Je poserai la question à mes invités. Au programme également les économies d'Afrique de l'Ouest qui se portent de mieux en mieux, et ce après avoir subi les conséquences de la chute des cours des matières premières. L'UMOA annonce une croissance repartie légèrement à la hausse au cours du premier trimestre. Puis le calvaire des enfants forcés de travailler. Ils sont 152 millions à travers le monde. L'Afrique est le continent le plus touché par le fléau, avec plus d'un enfant sur 5 contraint de travailler. Un enfant sur 5, c'est plus de 72 millions de personnes. Et pour en parler avec moi ce soir, M. Brice Nzamba, bonsoir. Bonsoir Zahra. Vous êtes avocat au barreau de Paris. À mes côtés également, Jean-Marie Talley, bonsoir. Bonsoir Zahra. Vous êtes directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience. Et également sur ce plateau, M. Abdelkarim Yacoub Koundongomi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Et on commence tout de suite par l'actualité politique. Le bureau du procureur général de Tripoli annonce donc la libération prochaine d'anciens hauts responsables qui étaient aux commandes sous l'ancien président Mouammar Kadhafi. L'annonce intervient quasiment un an jour pour jour de la libération du fils de l'ancien guide libyen Saïf al-Islam. Ces dignitaires, dont l'ancien chef du renseignement, sont accusés de crimes contre l'humanité. Ils sont emprisonnés depuis 2011 et la décision de les libérer serait motivée par leur état de santé. Celui-ci serait préoccupant, annonce du ministère de la Justice. Aïssatou Diamanka Besland. En Libye, plusieurs responsables de l'ancien régime vont être libérés dans les prochains jours. C'est ce qu'a annoncé Al-Siddiq Al-Assour, chef du bureau des investigations au bureau du procureur général de Tripoli, ce lundi 11 juin 2018. Ces anciens hauts dignitaires sont emprisonnés depuis 2011 lors du soulèvement qui avait provoqué la disparition du guide libyen Mouammar Kadhafi. Ils sont tous accusés de crimes contre l'humanité. Cette annonce a été faite et on ne peut que l'accueillir avec joie, parce que la plupart de ces gens, au regard des connaissances que nous avons aujourd'hui sur le cas libyen, n'ont pas participé aux crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, nous savons, grâce aux révélations du Parlement britannique et de certains travaux de chercheurs et des enquêtes journalistiques, qu'il n'y a pas eu de crimes contre l'humanité pendant le soulèvement de 2011. Donc ces gens ont été incarcérés pour rien, d'une certaine manière. Abou Saïd Dourda, le dernier chef des renseignements extérieurs du guide, est la personnalité la plus importante parmi ceux qui seront libérés. Plusieurs autres responsables de l'administration sécuritaire de l'ancien régime ou encore le commandant en chef de l'aviation, condamné à 12 ans de prison, figurent sur la liste. En ce qui concerne les détenus, il y a l'un d'entre eux, l'un des plus importants, c'est l'ancien chef des services de renseignement extérieur. Donc je crois que c'est M. Abou Saïd Dourda, c'est lui qui est l'un des plus importants. Va-t-il jouer un rôle important dans la Libye de demain? Peut-être, je ne crois pas, parce qu'il y a Saïf al-Islam Kadhafi qui est sorti, et ces gens sont des kadhafistes. Donc s'il y a une personne qui peut jouer un rôle non négligeable dans la Libye de demain, c'est bien Saïf al-Islam, pas ces gens qui ont été incarcérés, qui certes étaient des kadhafistes, mais qui n'ont pas la même envergure que le fils Kadhafi. La décision du ministre de la Justice est motivée par l'état de santé des détenus. Cependant, reste à noter que cette annonce de libération intervient à quelques jours du sommet de Paris, où les différents acteurs avaient réussi à trouver une date, celle du 10 décembre 2019, pour l'organisation des élections législatives et présidentielles en Libye. Alors, cette annonce intervient en effet au moment où le pays se prépare
aux élections générales, élections législatives et présidentielles fixées au 10 décembre prochain. Alors cette libération annoncée s'ajoute à celle décidée il y a un an de Saïf al-Islam Kadhafi, qui ne cache pas depuis sa libération son intention de briguer la prochaine élection présidentielle. Est-ce qu'une nouvelle donne sur la scène politique libyenne est en train de se dessiner avec le retour des kadhafistes? Brice Nzamba. Écoutez, moi, ce que je peux dire de cette information, parce qu'il faut d'abord dire que c'est une annonce, hein, donc ce n'est pas encore fait. Donc, je pense que c'est une manière de décrisper déjà l'état d'esprit là-bas en Libye, parce que dans le cadre de l'accord de Skira, l'accord pris voilà, au Maroc, il y avait des mesures de confiance, des mesures visant à rétablir la confiance entre les Libyens. Donc moi, je pense que l'annonce consistant à dire que des kadhafistes ou des personnes qui, en tout cas, ont soutenu le régime de Kadhafi vont être libérés, ça permet, parce qu'il faut quand même dire que le régime de Kadhafi ou Kadhafi a encore des partisans en Libye, hein, c'est encore quelqu'un qui a une certaine popularité, et donc c'est important d'envoyer un signal et de dire à ses partisans et à tous les Libyens qu'il est important maintenant de travailler pour tourner la page et envisager une Libye qui va se réconcilier avec elle-même et qui va asseoir un état d'esprit global de paix et d'apaisement pour préparer les élections qui sont prévues pour le 10 décembre. Donc je pense que c'est important. Mais après, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même aussi se dire que ce sont des personnes sur lesquelles pèsent quand même des charges. C'est-à-dire que c'est des gens, il y a des Libyens qui reprochent à ces gens d'avoir participé à des crimes. Alors, donc, d'une part, on essaie d'apaiser ceux qui pourraient être les partisans de Kadhafi, mais d'autre part, il y a aussi certains Libyens qui pourraient, à juste titre, estimer que ça peut être une manière d'asseoir l'impunité. Alors moi, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça participe à l'apaisement, mais il reste quand même une question. Est-ce que souvent en Afrique, quand il faut apaiser, souvent c'est l'amnistie. On a toujours tendance à amnistier, à faire que rien ne s'est passé, une table rase, on reprend les mêmes, on recommence, et en général, souvent, ça ne produit pas des effets concrets dans la durée. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose, mais seul le temps nous dira si c'est vraiment une bonne chose. Abdelkarim. Moi, je ne crois pas que c'est une bonne chose. Le gouvernement, on ne comprend pas le signal que le gouvernement libyen actuel envoie. Vu l'état actuel de la Libye, vu la tension actuelle entre les différentes communautés libyennes, le fait de libérer des personnes qui ont été arrêtées dans un cadre de révolution où on leur demande des comptes, pas dans un processus de dialogue inclusif où tout le monde, à la sud-africaine, dit ce qu'il a fait, demande pardon, on s'amnistie, on va aller vers une Libye de demain en commun et inclusive. De l'autre côté, on voit aussi peut-être que le gouvernement libyen actuel est en train d'avoir un signal qui ressemble plus à un calcul politique. Un calcul politique parce que les élections arrivent en décembre. Le 10 décembre, il y a des élections en Libye. Et quand on regarde la Libye actuelle, Muammar Kadhafi a posé son système de gouvernance et de règne, non pas sur une forme administrative et une forme d'État classique, mais sur un système féodal, où les clans, les chefs traditionnels ont un pouvoir énorme par rapport à un système classique. Donc, ce qui fait que si le gouvernement actuel fait ça avec un calcul politique, ça va aggraver les problèmes parce que ça va intensifier les tensions et ça va diviser encore plus les Libyens. Voilà la lecture que j'ai sur les deux signaux que le gouvernement envoie. Jean-Marie Talley. Oui, moi je dirais que la libération programmée comme elle est faite là, ça participe d'un processus qui n'est pas très sincère, parce que ça ne vient pas d'une analyse véritablement des faits sociaux, des faits politiques, et ça ne découle pas de ce que la Libye a vécu avec tous ces pays autour de la Libye. Alors c'est un calcul purement politique et de politique politicienne, parce qu'il n'y a pas de sincérité. Ces gens, on les libère, on dit qu'on va les libérer parce que c'est pour des raisons de santé. Ce n'est pas pour qu'ils intègrent le système de gestion politique ou qu'ils participent et qu'ils concourent à nouveau à la politique. Or, entre-temps, à l'est de la Libye, à Benghazi, vous avez des combats qui continuent. Vous avez des milices djihadistes islamistes
islamistes et des milices qui luttent pour le pétrole, qui continuent. Il y a des élections qui arrivent, donc c'est un calcul purement de politique politicienne. Ça ne va pas concourir forcément à apaiser la Libye, ni à apaiser les Libyens. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. On a souvent parlé dans d'autres pays qui avaient eu des soucis comme ceux-là des conférences nationales où il fallait, comme en Afrique du Sud, déballer tout et pardonner publiquement. Ce n'est pas encore fait en Libye, et c'est pas de ce que nous voyons, de ce que nous vivons, c'est pas par ce processus-là, c'est pas demain que ce sera fait. Donc, dire que c'est une très bonne chose, comme disait Maître Zamba, je ne pense pas que ce soit forcément une bonne chose. La bonne chose qu'il y a derrière, c'est juste parce qu'on a élargi des individus, point. Mais au-delà de ça, le reste, tant que ça relève des calculs politiques et de politiques politiciennes, pour la gestion de nos pays africains et de la Libye en particulier, je trouve que ça ne tient pas la route. Alors, effectivement, il y a quand même matière à s'interroger autour donc, de ces libérations. Donc, on rappelle, ce sont des dignitaires accusés de crimes contre l'humanité durant l'insurrection de 2011. Alors, le bilan du soulèvement, parce qu'on ne le dit pas souvent. Il a été établi peu après les événements donc, de 2011 par le CNT, le Conseil national de la transition. Alors, il fait état de 24 à 25 000 morts parmi les insurgés, 35 000 blessés, avec notamment des cas de viol utilisés comme arme de guerre durant donc, ce soulèvement. Le bilan évoque aussi des militaires qui ont été exécutés parce qu'ils auraient refusé de tirer sur les manifestants, notamment à Benghazi. C'est en tout cas le bilan qu'établissent notamment la FIDH. Donc, alors, 7 ans après les événements, est-ce que les anciens dignitaires donc, accusés, ils ont été emprisonnés pour rien finalement, comme le soutient M. Mbeko, comme on l'a vu dans le reportage? Écoutez, moi je pense qu'il faut éviter une lecture tout à fait noire ou tout à fait blanc. Moi je pense qu'il faut parfois faire preuve de nuance dans l'appréciation des faits. Je pense que si ces gens ont été emprisonnés, alors j'espère vraiment qu'il y a des faits qu'on leur reproche. En tout cas, il y a des témoignages qui vont dans le sens quand même des faits, des infractions qui ont été posées. Et donc, je pense que ces gens, ils ont quand même connu la prison pendant un certain laps de temps. Et pour certains d'entre eux, ils ont été torturés. Ça, il faut le dire. Il y a eu beaucoup d'actes de torture. Et de ces actes de torture découle la fragilisation physique de la plupart de ces dignitaires-là. Donc, c'est pour dire que c'est des gens qui certainement ont posé des actes qui sont répréhensibles et qui aussi ont payé d'une certaine manière, puisque pour certains d'entre eux, ils ont été torturés, etc. Et donc, aujourd'hui, si on les libère, je pense qu'il faut voir cela, parce que nous, on est là pour comprendre pourquoi cette décision doit être prise. Je pense que quand il n'y a plus d'État et qu'il n'y a plus de nation, ceux qui essaient de recréer l'État ou cette nation doivent poser des actes des actes qui se situent un peu au-dessus, je dirais au-dessus de la loi, pour préparer une ambiance générale qui va expliquer, en fait, qui va préparer les gens moralement pour accepter ce qui va se passer par la suite. Alors, il y a deux hypothèses. Donc, on peut dire, bon, on ne fait pas table rase, ces gens-là, on prononce des peines, et puis on les emprisonne. Ceux qui doivent passer par la peine capitale, voilà, ils le font. Ça crée un exemple pour l'avenir. Mais ça, quand on consulte l'histoire, c'est souvent quand il y a deux camps qui étaient en guerre et qu'il y a un camp qui a remporté la guerre, et ces camps décident donc de juger le camp qui a perdu. En général, c'est ça. Or, le cas de la Libye, on a des groupuscules qui ont concouru pour faire tomber Kadhafi, à la vérité, c'est plutôt la force internationale qui a fait tomber Kadhafi. Donc, on a des groupuscules qui ont bénéficié de l'effet de la force internationale qui a fait partie Kadhafi. Donc ensuite, on a une guerre de légitimité entre ces groupuscules qui tous ont mené la guerre. Et donc, on peut se poser la question de la légitimité, en fait, du jugement des autres qui ont perdu. Parce qu'un clan peut décider de juger ceux qui ont perdu, et un clan qui a fait aussi la guerre peut penser qu'il faut peut-être s'allier avec les kadhafistes pour préparer l'avenir. Oui, donc, et là où je suis d'accord... À un moment donné, il ne faut pas voir, comme vous dites, blanc et noir, mais il ne faut pas non plus de voir n'importe comment. Regardez l'état actuel de la Libye. Les gens qui ont pris la décision de libérer la Libye ne sont même pas encore reconnus dans toute la Libye. Il y a 4 factions différentes, il y a chaque groupe différent. Il y a Haftar qui fait les siens, d'ailleurs Haftar ne reconnaît même pas les décisions. Donc là où on dit que cette décision unilatérale, même si l'intention était bonne, elle n'était pas
bien cadrée, construite et présentée dans une logique de rendre la Libye fonctionnelle. Aujourd'hui, la Libye n'a pas d'institution. Pourquoi aujourd'hui? Regardez les pays qui entourent la Libye. Regardez la Tunisie. Je ne vous ai pas interrompu, donc laissez-moi finir mes propos, monsieur. Donc, je disais, la Tunisie, regardez, c'est la même configuration socioculturelle. Pourquoi aujourd'hui la Tunisie a des institutions qui fonctionnent? Pourquoi l'Égypte a des institutions qui fonctionnent? Pourquoi aujourd'hui la Libye n'a pas d'institutions? Pourquoi aujourd'hui la Libye fonctionne que sur le système féodal et déclanique? Ça veut dire qu'il y a un gap à construire. Il y a un vide à remplir. Donc, je crois que tant qu'on n'a pas fait une conférence internationale où on a mis tous ces acteurs avec chacun son pouvoir et sa légitimité dans sa région, je vous jure aujourd'hui, les Gaddafa, on libère les partisans des Gaddafa, on courtise les Gaddafa, le clan des Gaddafi. Les Cyrénaïques sont à gauche, les Misrata sont à droite. Donc, je crois que... Jean-Marie Talley veut intervenir et je vous céderai la parole. Jean-Marie Talley. Qui a été signé quand même. Moi, je voulais juste apporter un petit éclaircissement. C'est quand on les libère et qu'on ne laisse pas la possibilité, en tout cas d'après ce qu'on ressent, d'après ce qu'on pressent, que ce soit on va dire des groupes qui ont existé, qui ont gouverné le pays avant, qui peuvent se reconstituer en véritable institution, en véritable groupe, pour se poser tous en face et face à face autour d'une table, pour reconstruire la Libye de demain. Ça ne semble pas être le cas. On les libère peut-être parce qu'ils ont été suffisamment neutralisés et qu'ils ne feront plus d'effet. Mais on a 1001 milices en Libye aujourd'hui, ils se disputent entre eux. Tout ça n'est pas encore réellement mis en place. Tout ça n'est pas encore réellement... Il y a certes des institutions, mais qui n'ont pas véritablement de valeur, qui n'ont pas de puissance, qui n'ont pas... Donc c'est des institutions qui ne sont là pour l'instant que de nom. Mais non, parce qu'il faut donner à la Libye le nom d'un pays qui existe sur le papier. Mais à l'intérieur, dans le fonctionnement normal d'un pays, ça ne l'est pas encore. Maintenant, si on les libère, si on les élargit, on va dire que juridiquement, c'est une bonne chose de les élargir. C'est ça, en gros, vous défendez souvent cela. Mais le véritable problème, c'est qu'on les élargisse pour qu'ils fassent quelque chose de positif pour la Libye. Est-ce que c'est le cas? Je me pose des questions parce que la structuration actuelle ne leur permet pas de pouvoir avoir un pouvoir d'agir sur la Libye de demain. Voilà, en fait ce qu'il faudrait juste rappeler, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, ça ne tombe pas du ciel, hein, ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est une conséquence des accords qui ont été signés. Donc, oui, mais sauf que ces accords-là ne sont pas respectés. On a signé des accords le 29, je crois le 29 mai dernier, mais il n'y a rien qui a été respecté. Il faut connaître un peu l'historique de la crise libyenne. C'est-à-dire qu'on avait d'abord, je ne dis pas que vous ne le connaissez pas, je me permets de rappeler juste pour que notre conversation soit bien cadrée, autant que faire c'est peu. Et voilà. Et donc, en fait, la situation, c'est qu'on avait deux gouvernements parallèles, comme vous le savez certainement. Et donc, il y a eu des accords qui ont été menés et au final, les parlementaires de deux chambres qui s'opposaient ont ratifié un accord. Et cet accord de décembre 2017 pose un cadre. Et dans ces cadres, il y a un certain nombre de décisions qui doivent être prises. Et donc, il y a un Premier ministre qui a été désigné, et dans la suite, il y aura des élections, et dans les mesures qui sont prévues dans ces cadres, il y a des mesures d'apaisement. Et donc, la décision qui est annoncée fait partie des décisions d'apaisement qui est prévue dans ce cadre. Sauf que quand on a signé ces accords, ces premiers accords qui ont été signés n'ont pas donné la paix, n'ont pas fait éteindre toutes les milices qui sont à feu partout à l'Est, qui sont à feu et qui ferment les puits de pétrole. Mais c'est qu'il faut savoir, juste rapidement... Alors, pardonnez-moi, gardez votre explication. On marque une très courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.